crois que mon téléphone est vieux. Il veut rendre l'âme. Mais bref, donc, ça fait que la santé, quand on regarde au niveau de la philanthropie, oui, ce n'est pas dans les chiffres. On n'a pas de grands chiffres. On va pas avoir de dons majeurs. Quoi qu'il y a un qui a été annoncé dernièrement, mais on va pas avoir de dons majeurs qui a été fait par une personne des communautés noires, afro-caribéennes. Mais c'est ça, c'est que nous, on a tendance à faire nos dons, puis il y a le côté un peu religieux qui vient avec ça, de techniquement, ce que la main droite fait, la main gauche ne sait pas. Donc, je donne, mais je suis pas censé le dire. Je suis pas censé le célébrer parce que sinon, je suis en train de tirer un bénéfice un peu vaniteux, là, de mon don. Alors que dans les faits, souvent, quand tu le dis, c'est juste pour encourager les autres personnes à faire pareil. Et je crois que je parlais de code et puis de revoir le mindset. C'est pas mauvais de dire j'ai donné à tel endroit. Tu peux. Est-ce que je coupe la caméra? On t'entend bien, donc ouais, peut-être on peut faire comme l'audio et ouais, juste Parfait. l'audio et le temps de. On t'a vu pendant 40 minutes. Oui, quand même. Pour ceux qui vont arriver en retard, ben c'est ça. Je disais, puis c'est un bon point, on va pas en parler, puis on regardait un peu c'est quoi les facteurs. Il y a eu le côté culturel de ne pas en parler, puis le côté aussi gêne, parce que on a baigné, je pense, beaucoup dans cette culture dont on aide l'autre. On fait, on se tient ensemble. Là, c'est juste, c'est pas de la charité, c'est juste la bonne chose à faire. Donc c'est un peu, je pense souvent un peu bizarre de dire mes parents ont fait ça tout le temps, puis moi j'arrive, je vais le faire, puis je vais en parler. C'est de quel droit j'ai de faire ça un peu. Mais finalement, je crois que c'est ce qui crée, on contribue nous-mêmes à une certaine invisibilisation de nos gestes philanthropiques. Mais de l'autre aussi, il y a, je parlais de bien inconscient, quand on parle de philanthrope, le mot philanthrope en général, même, ça va beaucoup être associé à des hommes d'un certain âge, puis beaucoup plus souvent caucasiens. Même penser philanthrope et tout de suite voir femme, beaucoup de gens ne vont pas faire le lien comme tout de suite. Ça va être comme philanthrope, ferme les yeux, on voit comme un nom. Donc, ça fait aussi que qu'on le veuille ou pas, si on est en train de mettre de l'avant seulement des modèles qui ressemblent à la conception qu'on a de la philanthropie, on contribue aussi un peu à invisibiliser une philanthropie déjà qui elle-même contribue à s'invisibiliser. Donc, c'est là où il y a comme, je pense, un chemin à faire de part et d'autre, que les communautés noires afro-caribéennes se disent, ben on donne, puis on a voix au chapitre, puis de célébrer les dons qu'on fait, et puis d'en parler. Comme je disais, si on a de la gêne, pas nécessairement du montant, mais de dire je soutiens telle organisation, c'est une conversation que tu as faite comme normale. Ça devrait être normal d'en parler. Et puis de l'autre côté, mais peut-être de plus en plus, les organisations qui lèvent les fonds vont entendre ces discours-là et puis se dire peut-être dans notre manière de faire, il serait temps de remettre aussi au centre la diversité des donateurs, donatrices et contributeurs qu'on peut avoir au sein de notre société. Oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Puis, une autre chose, je sais que tu vas me dire là, si ça fait partie peut-être un peu de la philanthropie, mais on parlait tantôt de l'Église, donc le côté chrétien. C'est courant quand on va à l'église de faire donner la dîme. Oui, la dîme, les dons et tout. Et la zakat pour la zakat pour les musulmans, j'oublie comment c'est chez les juifs, oui. C'est très, toutes les religions là, on parle de ça. Ah ok, oui, donc je suis juste plus familier là, avec chrétien, mais ce fait là de dans un lieu de culte faire un don monétaire, est-ce que c'est comme de la, c'est bête comme question, est-ce que c'est comme de la philanthropie là avec un truc où j'ai donné à un organisme sans but lucratif? Ben oui, c'est un don. Parenthèse, au Canada, d'ailleurs, c'est un débat qui est actuellement, enfin, qui tend à venir de temps en temps à la Chambre des communes, c'est est-ce qu'on enlève le statut de bienfaisance aux lieux religieux. Mais au Canada, il y a plusieurs églises. Quand tu vas à ton église, tu peux avoir un reçu pour fin d'impôt. Il y a plusieurs églises, plusieurs lieux religieux, en fait. Je dis église, mais plusieurs lieux de culte. Donc, ça demande à la philanthropie, mais c'est que, effectivement, culturellement, la manière dont c'est fait, c'est soit dans la communauté, soit à travers l'église. Parce que c'est l'église qui a été, enfin, je dis l'église, mais le lieu de culte, qui était l'endroit où on va demander de l'aide. Et c'est comme ça que souvent, dans nos pays, c'est organisé. Enfin, je parle d'Afrique subsaharienne ou Afrique centrale que je connais mieux. Mais c'est souvent comme ça que c'est organisé. La société civile, comme on l'a fait, enfin, les ONG,
on n'a pas de grande confiance en général avec, parce que c'est souvent financé peut-être par par l'USC d'entre autres qui est terminé, puis par des fonds étrangers, et les gens n'ont pas peut-être grande confiance. Alors que souvent le lieu de culte, c'est comme c'est des gens de ma communauté, c'est des gens que je vois tout le temps. Ça veut pas dire que c'est mieux utilisé là. On connaît les dérives qu'on peut voir et entendre, mais souvent les gens vont vraiment voir plus ça comme de la philanthropie. Alors qu'ici, mais tu as des organisations qui sont établies, je pense aux organisations comme Centré qui sont établies depuis des années. Tu as tout le milieu d'itinérance à des organisations qui sont là depuis des années et on se tourne pas seulement vers l'Église, même ici, ça a été beaucoup l'Église aussi à une certaine période, mais c'est aussi les différentes organisations auxquelles on va donner. Fait que c'est valide pareil. Et j'irai même plus loin. Je viens souvent challenger ceux qui disent que le fait d'envoyer l'argent, mettons à la famille, au pays, que c'est pas de la philanthropie. Oui, peut-être dans une mesure, certains ont dit c'est pas de la philanthropie parce que c'est pas une organisation, parce que il y a comme un intérêt personnel, entre guillemets, parce qu'il y a un lien avec la personne qui reçoit. Mais dans les faits, quand j'envoie de l'argent, quand on se cotise là pour envoyer de l'argent à une personne pour que elle puisse payer ses frais de scolarité, c'est parce qu'il n'y a pas de système de bourse d'études pour qu'elle puisse avoir accès à l'école. Ici, je vais probablement donner que ce soit HEC ou UQAM, c'est 2 alma mater. Je ne sais pas si on peut en avoir 2, mais c'est 2 où j'ai étudié. On va donner à ces organisations, sachant qu'ils vont remettre des bourses aux étudiants dans le besoin. Donc, c'est organisé différemment, mais ça demeure une manière de soutenir la communauté. Et donc, redonner, c'est l'aide de noblesse et puis sa valeur aux dons qu'on envoie au pays, parce que ça représente des milliards de dollars par année, là, les envois de fonds à l'étranger. Et ce n'est pas que les communautés afro-caribéennes, c'est la plupart des communautés immigrantes qui ont la même manière, je pense, de penser. C'est vraiment, et qu'en est-il donc, là, on a parlé des activités, mais qu'en est-il de l'implication? Donc, ce que j'ai vu dans la Fondation du Grand Montréal, j'ai quand même vu qu'il y avait une grosse diversité en termes de personnel quand on va sur le site web, mais je ne sais pas si dans le monde de la philanthropie, est-ce que tu vois pas mal de gens de communautés immigrantes ou de communautés afro-caribéennes? C'est une bonne question. Je sais que ça dépend de où tu es et puis comment tu regardes. Comment ça? C'est ça comme ça. Parce que souvent, quand les organisations grassroots, parce que on parle de milieu communautaire, et j'avoue que moi-même, je ne suis pas la meilleure dans la terminologie. Il y a les organismes qui sont sur le terrain. Les organismes grassroots, comme on dit. Souvent, là, ça aide beaucoup les communautés. Et ça aide beaucoup des gens qui travaillent, qui se donnent pour des salaires qui sont pas nécessairement à la hauteur de leur investissement, mais ça, c'est une autre conversation. Donc, il y a cette partie-là. Mais de l'autre, il va y avoir plus les organisations, on dit bailleurs de fonds, mais les organisations qui sont plus, qui vont plus lever effectivement du capital ou qui vont plus distribuer. Je dirais que plus on s'élève, moins on voit de diversité. C'est un fait. Il faut nommer un chat un chat. Et même au sein des organisations, souvent, tu effectivement vois une certaine diversité, comme dans les gens qui sont sur le terrain, les opérations, les intervenants. Mais souvent, quand on va s'élever, ça commence je crois que c'est comme dans le reste de la société, là. Il y a des niveaux où tu vas voir beaucoup de diversité, mais plus tu te lèves dans les lieux de pouvoir, les lieux décisionnels, moins t'en vois. Je vais dire ça comme ça. Ouais, je vois. Ok, oui, c'est valable peut-être dans d'autres secteurs de l'économie aussi, pour être honnête. Maintenant, toi, tu as parlé de secteur de lieu de décision, donc tu es directrice en philanthropie, mais je pense que tu fais aussi partie de certains conseils d'administration, tu as d'autres implications. Est-ce que tu peux, ça va peut-être être rapide, mais tu peux en résumer, c'est quoi tes autres implications en fait? Bon, j'ai parlé de l'Ancre, où je suis bénévole. Actuellement, je suis également membre du conseil d'administration de Littératie Ensemble. C'est une organisation pan-canadienne qui promeut la littératie sous toutes ses formes. Donc, on ne parle pas seulement d'alphabétisation, on parle aussi de littératie financière, littératie numérique. Donc, tout ce qui tourne autour de la littératie, on va s'impliquer en collaboration avec justement les organismes communautaires, puis beaucoup des communautés des Premières Nations, communautés autochtones. Donc ça va être c'est une de mes implications. Je suis sur le comité philanthropie du Blackwell Club ou l'Alliance pour le leadership afro-descendant. Ouais. Donc c'est je suis en soutien parce qu'il y a comme des personnes comme Sandrine, je sais pas si elle m'écoute, qui portent ça, mais je suis comme vraiment en soutien en arrière.
Quoi d'autre? Là, tu poses la question, je ne sais plus. Mais c'est qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, un peu tes autres implications. Mais peut-être ce que j'ai aussi vu, parce que donc tu as cette casquette de directrice en philanthropie, mais j'ai l'impression que la casquette de biologiste, si je peux dire ça comme ça, n'était pas totalement partie, parce que récemment, je pense que tu avais fait une présentation avec Action Canada sur quelque chose de très particulier au niveau agroalimentaire, je pense. Oh ouais, ça! Ouais! Non, c'est en fait, Action Canada, c'est un programme de leadership pan-canadien. On parlait d'apprendre puis de chercher. Moi, je carbure vraiment tout ce qui est formation en leadership et gouvernance. Dès que j'en vois une, il faut que je la fasse. C'est plus fort que moi. Je crois que c'est mon type de personnalité. Il faut que je sois en train de me former. Donc, Action Canada, c'est vraiment un programme de leadership pan-canadien. Puis l'idée, c'est d'utiliser on dit le prétexte des politiques publiques pour former au leadership. Et nous, l'an passé, la cohorte, notre thème, c'était les ressources naturelles, le secteur des ressources naturelles, ou plutôt l'avenir du secteur des ressources naturelles. Donc, il fallait choisir en équipe un thème sur lequel se pencher. Puis on a choisi l'agriculture régénératrice parce qu'on s'est dit, tout le monde mange à un moment donné, on pense. Et puis, comment s'assurer, et c'est la ressource la plus importante en agriculture. Il y en a plusieurs, mais la terre et l'eau sont comme les ressources dont il faut prendre soin, qui sont importantes. Et c'est pour ça vraiment qu'on est allé dans le côté agriculture régénératrice, puis comment s'assurer on la promeut autant que possible au Canada. Mais sinon, la biologie, c'est vrai que j'ai toujours de l'intérêt pour tout ce qui va lié à la santé, tout ce qui va lié au monde vivant de manière générale. Mais je disais que j'ai fait un peu le deuil de vouloir à tout prix m'attacher à la biologie. Parce que je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, là, peu importe, j'avais la conversation avec quelqu'un qui me disait dans quelle industrie tu te vois comme dans le futur. Peu importe l'industrie, je pense que les compétences, et ça, je travaille beaucoup sur le leadership et la gouvernance, parce que je crois que les compétences qu'on dit transversales, elles vont avoir toute leur pertinence. Parce que n'importe où j'évolue, je vais être capable de me prendre, puis dans le domaine en question, je vais être capable de mettre en valeur mes expertises en expérience client, mes expertises en leadership, mes expertises de gestionnaire, puis tout ça, et de gouvernance aussi. Donc, peu importe le secteur, là, on en a besoin. Tout à fait d'accord. Je ne pourrais pas souligner mieux là, tout ce que tu viens de dire. Peut-être un autre élément que tu as un peu fait, tu y as fait allusion, c'est le futur. Est-ce que tu as une ambition particulière? Est-ce qu'il y a une étoile particulière que tu cherches ou... Ah, elle est de retour. Oui. Mais c'est que je mets pour voir si ça marche et puis je vois que c'est encore lent puis je vais couper. Mais oui, j'ai un rêve. Peut-être les gros, parce que comme mon étoile actuellement, mon étoile, c'est pas mon ciel, mon étoile actuellement, c'est de diriger une compagnie cotée à la Bourse de Toronto. Et je le mets dans l'univers. Je sais être partie de la philanthropie à là, c'est gros. Je vais couper parce que je crois que c'est trop. Moi, je crois que ça s'arrête. Mais parce qu'une fois de plus, j'ai parlé avant, j'attendais que les autres le fassent. Avant, j'étais comme, oh, mais il n'y a pas assez de représentativité à tel endroit. Si on n'y va pas, qui va y aller? Et les compagnies souvent cotées en bourse, pas seulement à Toronto, mais dans les autres places boursières. Souvent, il va pas avoir beaucoup de femmes qui sont à la tête de ces compagnies-là. Puis beaucoup de femmes, en plus, t'es noires, femmes immigrantes, femmes, ajoute n'importe quel autre élément de diversité dessus. Il va pas en avoir. Fait que ça, c'est mon grand rêve. Maintenant, je sais que c'est l'étoile, là. Ouais. Puis, on va faire baby step, on va se rendre là à un moment donné. Et c'est pour ça, une fois de plus, j'insiste, je me suis dit, en bout de ligne, peu importe le secteur dans lequel je suis maintenant, les compétences que je suis en train de développer, puis les formations que je fais vont être transférables. Oui. Donc, on me mettrait aujourd'hui, on met demain dans du manufacturier. À la fin de la journée, ça demeure de comprendre les processus, ça demeure de comprendre l'humain, ça demeure de comprendre c'est quoi que le client veut, puis ça demeure de comprendre les chiffres. Comment on s'assure qu'il y a un bon leadership et que l'entreprise est bien gérée. Finalement, c'est ça. Donc, moi, mon gros rêve, c'est ça. Comment arriver, c'est pas encore exactement déterminé, mais comme j'ai dit, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Entre-temps, je me prépare parce que je sais que je ne sais pas d'où viendra l'opportunité, mais quand elle viendra, je serai prête.
Ah ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. On construit le chemin au fur et à mesure, mais on sait c'est quoi la destination. Mhm. C'est parfait. Là, on arrive bientôt vraiment à l'heure. Je ne sais pas, Adjoa, si tu avais une question ou quoi. Je pense qu'on n'a pas d'autres nécessairement de questions de la part du public. Moi, j'aurais une question, oui, pour Linda, parce qu'elle a parlé de qu'on pouvait commencer un fonds chez la Fondation du Grand Montréal, là, à Mhm. partir de aussi peu que 1 000 $. Est-ce que vous percevez comme, je sais pas, Des des frais. commissions ou enfin, je sais pas comment le dire exactement. Je sais pas si c'est des Ça commissions. s'appelle des On fait frais. quelque chose, oui, c'est ça, des frais sur l'argent qui est comme déposé chez vous. Enfin, comme tu as parlé de placement aussi et tout. Mhm. Donc, moi, j'aimerais bien savoir On pour. perçoit des frais, effectivement, sur les placements. Puis les frais qu'on va percevoir vont dépendre du type, mais ça ne dépasse pas, pour des fonds d'individus, c'est pas plus que 1,65% de frais. Et ça comprend tout, incluant les frais de placement, le cas échéant. Fait que ça, c'est comme le maximum là pour des fonds normaux. Il y a des fonds spéciaux qu'on va gérer vraiment différemment, parce que les besoins sont variés, puis on s'adapte vraiment aux besoins de nos créateurs et créatrices de fonds. Mais sinon, les frais ne dépassent pas 1,65%. Et ça inclut tout, même les frais de gestion de portefeuille. Et on n'a pas de petit astérisque qui dit que les frais de gestion sont comme 2%. J'ai reçu mon relevé de la banque dernièrement, puis j'ai vu les frais de gestion, j'étais choquée. Mais bon, on ne fait pas ça. Oh, ouais, non, vraiment pas, effectivement, effectivement. Oh, Donc, ouais. si je résume bien, parce que moi, je ne m'y connais pas vraiment en philanthropie et autres, pour ceux qui nous regardent et qui sont comme moi, là, moi, j'aimerais savoir, en fait, si aujourd'hui, quelqu'un de la communauté décide de venir chez vous, avoir un fonds pour faire quelque chose en Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi, de ce que j'ai compris, hein? On peut placer les fonds chez vous, puis faire des choses en Afrique, ou c'est vraiment plus de faire des choses ici dans la communauté à Montréal ou au Québec ou au Canada? Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Mm. Actuellement, une des obligations qu'on a, ça c'est la manière dont on est constitué, c'est qu'on doit verser l'argent qui sort de la Fondation du Grand Montréal doit aller à un organisme de bienfaisance enregistré auprès OK. de l'Agence du revenu du Canada. Donc, ça peut être à travers le pays, ça peut être aussi, il y a certaines, par exemple, universités étrangères qui ont de statut de bienfaisance, certaines municipalités. Donc, c'est vraiment la limite qu'on a pour le moment. Les lignes directrices de l'ARC ont changé il y a quelques mois, années, puis il y a la possibilité pour les organisations de faire de verser à des OBNL, donc qui sont juste OBNL comme Caribou justement, mais sans numéro de statut de bienfaisance. Mais là, on est encore à l'étude de voir comment on peut vraiment le mettre sur place et puis ce que ça impliquerait. Parce que c'est quand même, je parlais de gouvernance, on fait très attention pour être prudent en fait avant d'embarquer pour s'assurer de faire la bonne chose et ne pas, en essayant de faire quelque chose, on vient défaire plutôt puis créer des ennuis. Ceci étant dit, quand quelqu'un vient chez nous, mon premier réflexe, ça peut être comment est-ce que tu vas déposer l'argent à la fondation? C'est quoi exactement que tu vas accomplir et est-ce que la fondation, c'est le bon véhicule? Parce que souvent, je vais te dire, peut-être c'est pas à nous, avec nous qu'il faut faire affaire. Peut-être qu'il y a une organisation qui fait déjà ce que tu désires faire ailleurs. Et je pense, et là, je shout out à ma copine Sandrine, j'ai pas le choix, qui a créé la fondation DAX, par exemple, qui, elle, sa mission dans la vie, c'est d'aller fournir de l'eau potable, apporter de l'eau potable dans les zones rurales et scolariser les jeunes. Si tu me dis que c'est ça ta mission, je n'ai pas peut-être quelque chose à t'apporter. Si c'est ça précisément, tu peux faire affaire avec une Sandrine, tu peux faire affaire avec quelqu'un d'autre. Puis, je veux faire, si ta mission, c'est, disons, c'est vraiment le mettre de l'avant les parcours des communautés, les personnes issues des communautés afro-caribéennes, je vais dire peut-être va voir Caribou. Donc, on n'a pas non plus la prétention de dire qu'on est la solution à tout. OK. Effectivement, on va regarder ensemble, puis si on est capable de trouver un partenaire, puis trouver un moyen, on va le réfléchir ensemble. Mais si on se rend compte que dans l'équation, peut-être on n'apporte pas de valeur, on te dira en toute transparence, mais ici, peut-être, il n'y a pas de valeur à faire affaire avec nous. Voici peut-être les gens vers qui tu devrais te tourner. OK, OK. Bon, ben super, merci beaucoup, ça répond à ma question. Puis, en tout cas, je trouve que c'est du bon travail que tu fais. Tu es impliqué quand même dans la communauté pas mal, donc
continue comme ça. Merci. J'avais plus d'autres questions, Diogène. Est-ce que... Alors, ouais, on va bientôt conclure. Alors, il y avait juste une question qui vient du public, mais je pense que Linda aussi a répondu quand même à ça. Mais penses-tu que la philanthropie peut vraiment changer les choses dans nos communautés? Donc, je pense que c'est afro-caribéenne, parce que le nom, il y a RDC, donc je pense que c'est Congo, ou plutôt la création de richesse. Donc, est-ce que c'est la philanthropie ou la création de richesse via une entreprise qui peut vraiment changer les choses dans nos communautés? Ouh, ça c'est une bonne question. Mais je dirais, à l'époque où on parle de plus en plus d'entreprises d'économie sociale, un statut, puis par exemple, je crois qu'au Québec, je peux me tromper, mais au Québec, il n'y a pas de statut d'entreprise d'économie sociale. Beaucoup vont être sous le statut d'OBNL, dont rentre encore une fois un peu dans sans but lucratif. Puis quand ils sont sans but lucratif, c'est comme, oui, tu peux générer des bénéfices, mais ces bénéfices sont comme réinvestis d'une certaine manière dans l'organisation, mais enfin, dans la communauté. Donc, je crois que de dire l'un ou l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que ce soit l'un avec l'autre. Parce qu'à la fin de la journée, création de richesse, si je crée, je suis complètement capitaliste, je veux créer une organisation, oui, je vais offrir je vais créer des emplois, puis tout est beau, mais je crée des emplois où je rémunère à un salaire qui est pas très compétitif, mais ils ont un emploi, hey, ils mangent, tu sais, pourquoi ils vont se plaindre? Et à côté, je génère un gros bénéfice, puis mon bénéfice, je le prends, puis ça, c'est pour moi. Parce que j'ai créé la richesse, je vous donne des emplois, moi, je garde le reste dans la poche. Oui, on est en train de créer la richesse, mais est-ce que on va vraiment enlever le côté philanthrope qui pourrait être comment la personne, le bénéfice qu'elle génère, comment est-ce qu'elle le réinvestit dans ses employés, comment elle le réinvestit dans la communauté. Donc, je crois qu'on a tendance à croire que c'est une question binaire, donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais en fait, les deux doivent aller ensemble parce que finalement, les entreprises, leur vocation sociale, on dit qu'on a vocation sociale, mais le volet social d'une entreprise, là, on devrait obliger les entreprises, je pense, à mon avis, c'est que toute entreprise devrait vraiment avoir un moyen de dire concrètement qu'est-ce qu'elle fait dans la communauté, comment elle redonne dans la communauté, et sans faire juste du ESG washing, puis du social washing, et faire comme joli là pour les journaux, mais comment concrètement les décisions qu'on prend, et pas seulement le bénéfice, même les décisions qu'on prend au quotidien, comment on est en train de s'assurer que, mettons, on pollue pas une nappe phréatique juste pour générer du bénéfice et puis après venir vous dire, oh, on est gentil, on va vous apporter de l'eau potable. Mais notre nappe phréatique, elle n'avait pas de problème avant. C'est vraiment réfléchir aussi aux deux composantes plutôt que l'un ou l'autre, à mon avis. Excellent. Oui, excellente réponse. Oui, je pense pas que c'est non plus l'un ou l'autre. Donc, vraiment, vraiment très, très bonne réponse. Alors, peut-être dernière chose, donc tu as une famille qui grandit, puis si j'ai bien compris, donc tu es camerounaise et peut-être ton conjoint ivoirien, quelque chose comme ça. Exact. Donc, Caribou, c'est bien, c'est une communauté afro-caribéenne, c'est vraiment une communauté ensemble. Comment gérer en grande ligne, peut-être que c'est facile là, mais comment gérer tout ça, toutes ces activités que tu fais, des activités à gros impact, mais en même temps aussi avoir quand même 3 enfants qui vont à l'école, ou CPE, ou université, tout ça, là, c'est quelque chose. Je suis encore à l'école. En septembre, je suis rendue tout le monde à l'école. Je suis contente, là. Un seul soir le matin. Fait que, je vais me rendre bientôt au secondaire, puis ça, c'est d'autres problèmes qui vont arriver. Je dirais que c'est un travail d'équipe. Honnêtement, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis je crois que ça va aussi sur les biais qu'on a souvent quand on arrive ici de dire oh ouais, les hommes blancs qui font ça, puis les hommes. Moi, j'ai la chance, mais dans les faits, quand on s'entend sur où est-ce que chacun veut aller, puis comment on soutient l'autre. Après, moi, j'ai mon système de soutien. Je suis vraiment chanceuse, là. Il est comme impeccable. Je dis souvent en riant, quand je fais des événements, on me dit, mais t'as des enfants? Je suis comme oui. Ils sont comme avec leur papa. Puis, je sais que j'ai la chance de pouvoir comme compter sur mon conjoint, pouvoir compter sur des amis quand c'est compliqué. Donc, d'avoir ce système de soutien, je crois que ça aide. C'est sûr que le milieu du travail, enfin, le milieu de professionnel est fait un peu biaisé parce que tu vas avoir les 5 à 7, tu vas avoir tous les événements qui font que si tu es une personne peut-être seule, une mère monoparentale ou un parent monoparental, ça va être compliqué pour toi. Mais finalement, c'est comment effectivement ne pas le voir, enfin, puis c'est une barrière, mais comment on navigue autour. C'est comment on voit s'il y a une amie qui peut garder. Moi, de plus en plus, je vais voir avec des amis, est-ce que les filles peuvent dormir chez toi ou est-ce qu'elles peuvent rester? C'est se bâtir aussi ce réseau de soutien-là. C'est sûr que je suis assis dans ton coin tout seul, je connais personne, mais tu vas connaître personne.
Mais comment tu vas vers les gens, puis t'assures minimum que vous avez les mêmes valeurs, parce que si tu laisses tes enfants chez quelqu'un, je crois que faudrait au moins t'assurer qu'il y a une certaine confiance aussi. Je dirais c'est beaucoup ça. C'est comment on s'organise. Puis on parle souvent d'équilibre, travail, vie, famille. Il y a, j'ai oublié son nom, c'est Florent, j'oublie son nom. Et c'est une autre femme noire, puis elle avait dit, elle parle pas d'équilibre, elle parle de flux, travail, travail et vie personnelle. Parce qu'il y a des moments où le travail va prendre le dessus. Puis ça va être vraiment le travail. Mais il y a des moments où aussi on va se dire, ben, travail reste tranquille, ça va être vraiment la vie de famille qui va prendre le dessus. Puis finalement, on jongle avec des balles, puis c'est décidé en tout temps quelle est la balle la plus importante. Est-ce que c'est aller closer ce deal-là ou est-ce que c'est aller regarder le spectacle de patin? Donc, il y a des décisions comme ça qu'il faut prendre. Je crois que finalement, c'est en bout de ligne, c'est vraiment ça. Système de soutien et puis avec quoi on est prêt à composer. Et c'est ça. Hein? Ok, ouais, non, superbe réponse. C'est vraiment une superbe réponse et on va justement te laisser avoir le temps justement avec la famille ou autre. Mais si quelqu'un aimerait entrer en contact avec toi, donc on va mettre, et tu as quand même tes coordonnées dans les notes de l'épisode, mais si quelqu'un aimerait entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'il peut le faire? LinkedIn, je suis pas mal disponible sur LinkedIn. Par contre, juste mettre une note pour que je sache, parce que souvent ça arrive de LinkedIn partout, puis on sait plus qui nous contacte, si on fait les apps pour ajouter sur LinkedIn. Mais sinon, sur le site de la fondation, il y a les adresses courriel, il y a le bouton soit pour contacter directement par courriel. Et je crois le numéro de téléphone aussi. Mais par courriel, c'est définitivement la meilleure manière de me rejoindre. Ok, excellent. Ben, vraiment, merci beaucoup à toi. Tu peux peut-être conclure. Oui, bah, écoute, on te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Comme tu dis, c'est pas évident là avec les enfants puis le conjoint. On t'a pris du temps, mais c'était vraiment du bon temps qu'on a passé avec toi. On a appris beaucoup de choses. Puis, en tout cas, juste pour une dernière petite question avant qu'on coupe. Ben, Caribou Montréal, on aime ça aussi, hein, les retours en Afrique et tout. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que dans un futur lointain ou je sais pas, est-ce que dans tes planifications, est-ce que tu penses retourner en Afrique ou même aller investir ou faire des choses là-bas ou peut-être que tu le fais déjà, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Je vais couper parce que je commence à gesticuler. Je parle en gesticulant, comme vous avez remarqué. Mais moi, c'est pareil, t'inquiète. Je dirais investir absolument. Parce que je crois que moi, je demeure comme convaincue que l'éveil quand l'Afrique va se réveiller pour vrai, le monde va trembler. Ça, c'est une conviction que j'ai. Il faut juste qu'on se réveille. Et investir, je crois que oui, ça fait partie des choses. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que c'est souvent aussi trouver la bonne opportunité, mais c'est des choses qu'on recherche justement de comment faire pour investir puis s'investir. J'ai essayé des choses avec ma mère, ça n'a pas tout à fait donné comme je m'attendais, mais investir, oui. Quelqu'un parlait de création de richesse. Je crois que ça fait partie des choses, effectivement, qu'en tant que personne qui avons eu quelque part le privilège de vivre ici, puis qu'avoir accès souvent à des ressources, puis à du capital, mais d'être capable de l'utiliser à bon escient, puis de l'investir. Maintenant, retourner s'installer en toute transparence, je ne sais pas. J'ai vécu tellement longtemps à l'étranger que quand j'arrive au pays, souvent, je suis déphasée. Il y a des choses comme, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi? Puis on me dit toujours, c'est comme ça qu'on fait ici. Dans chaque, il va y avoir un choc. Ça pourrait arriver. Moi, je crois qu'il faut jamais dire, Fontaine, il ne faut jamais dire Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Donc, je ne sais pas. Ça pourrait arriver, mais c'est sûr que dans l'immédiat, ce n'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle je pense. Mais hey, si c'est là mon opportunité, puis je la saisis, puis je rentre, à la fin de la journée, ça me rapproche de mes parents ou de mes beaux-parents, puis tant mieux. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et sur cette belle note-là, on va clôturer, sinon on finira pas ce soir. Merci beaucoup, Linda. Puis on espère te revoir, je sais pas, prochainement. En tout cas, on fait les suivis pour Réussite Canadienne. Donc, peut-être que d'ici quelques années, on pourrait te reparler pour voir ton ascension. Non, il va avoir, parce qu'il va y avoir à l'automne 2025 le lancement de l'étude sur la philanthropie dans la communauté afro-caribéenne. On va faire le suivi là-dessus.
Bon, ben super, hein, exactement. Donc, on va le mettre dans nos agendas tout de suite. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment agréable. Puis bravo pour ce que vous faites. Et j'ai juste aussi hâte de voir Caribou grandir, puis devenir comme ce pilier-là aussi. Je crois qu'on en a besoin de parler de choses, je pense, positives, puis de parler du positif et pas que du négatif, ce qui peut arriver. Puis il y a des choses négatives, c'est sûr, mais de focuser sur le positif, je crois que ça aide. Donc vraiment, merci à vous pour le travail que vous faites.